Je rentrais chez moi plus tôt que prévu ce jour-là, le cœur léger après une réunion annulée. En chemin, j'imaginais déjà la surprise dans les yeux de mon mari en me voyant rentrer si tôt. Le soleil déclinait doucement, teintant les rues d'une lumière dorée. Je pensais à ce dîner que nous n'avions pas eu depuis des semaines à cause de nos emplois du temps chargés. À chaque pas, mon sourire s'élargissait, imaginant déjà sa réaction. Pourtant, une étrange inquiétude s'insinua en moi à l'approche de la maison. Ce pressentiment sourd, comme une ombre pesante, me fit ralentir le pas. Était-ce la fatigue, ou simplement l'impatience de le retrouver? Je n'aurais jamais pu deviner que ce sentiment allait s'avérer prémonitoire. Je glissai la clé dans la serrure, aussi silencieuse qu'un souffle, m'attendant à surprendre mon mari en pleine sieste. La maison semblait étrangement calme, comme figée dans une bulle de silence. Pourtant, à mesure que j'avançais dans le couloir, des murmures étouffés brisaient cette quiétude apparente. Mon cœur accéléra, frappant contre ma poitrine comme un oiseau pris au piège. Qui pouvait bien être là? Je m'approchai lentement de notre chambre, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. La porte entrebâillée laissait passer un éclat de lumière et des chuchotements, si bas que je ne distinguais aucun mot. Mais ce que je vis en écartant légèrement la porte me glaça le sang. L'image que mes yeux captèrent ne semblait pas réelle. Mon mari était là, dans notre lit, avec ma mère. Une nausée fulgurante me retourna l'estomac. Mes mains tremblaient tellement que je dus m'agripper au mur pour ne pas flancher. La scène se déroulait devant moi comme dans un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Mon esprit refusait de comprendre ce qu'il voyait. Je crus m'étouffer sous le poids de l'horreur. Ils ne m'avaient même pas remarqué, plongés dans leur bulle d'intimité honteuse. Mon souffle se coupa et les larmes jaillirent malgré moi. Pourquoi? Pourquoi ma propre mère? Je ne pouvais pas bouger, comme pétrifiée par la trahison la plus cruelle qui soit. Ma tête bourdonnait, des images se brouillaient sous mes yeux humides. À travers le voile de mes larmes, je vis ma mère tourner légèrement la tête et me remarquer. Son sourire s'effaça instantanément, et elle se redressa brusquement, la panique déformant ses traits. Mon mari, réalisant la présence d'un intrus, se retourna, son visage blême se figeant en une expression de pure terreur. Aucun son ne sortait de ma bouche. J'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il n'explose. Je restais plantée là, comme une statue de douleur, incapable de trouver les mots pour exprimer l'ampleur de ma souffrance. Ma mère tenta de m'approcher, ses lèvres tremblantes articulant un « chéri » inaudible. D'un geste brusque, je levai la main pour la tenir à distance. Je refusais qu'elle me touche, qu'elle m'approche. Mon mari, quant à lui, était toujours assis sur le lit, la tête baissée, incapable de me regarder. Une rage sourde commença à bouillonner en moi, prenant le dessus sur la peine. Comment avait-il pu faire cela? Comment ma propre mère avait-elle pu trahir ainsi la confiance sacrée qui nous unissait? Les mots finirent par se frayer un chemin hors de ma gorge nouée. Pourquoi? Ma voix résonna dans la chambre, emplie de douleur et de colère. Aucune réponse, juste ce silence pesant, ces vides immenses qui envahissaient mon cœur. Ma mère murmura des excuses confuses, tandis que mon mari restait muet, figé comme un coupable pris sur le fait. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. La trahison était trop brutale pour être digérée. Les larmes coulaient sans fin, et tout mon être se consumait dans cette douleur intolérable. Le choc était tel que je ne savais plus si je devais crier, pleurer ou fuir loin de cette maison devenue étrangère. La maison devenait une prison, chaque mur se resserrant autour de moi comme une étreinte étouffante. Incapable de rester une seconde de plus dans cette pièce souillée par la trahison, je me précipitais vers la porte d'entrée. Je courais sans vraiment savoir où aller, les larmes brouillant ma vision. Mon souffle était court, haché par les sanglots incontrôlables. Une douleur aiguë transperçait ma poitrine, comme si mon cœur se déchirait en 1000 morceaux. Le soleil couchant n'avait plus cette chaleur réconfortante. Il semblait plutôt cruel et indifférent à mon désarroi.
Mes pas martelaient le trottoir avec violence, comme pour écraser cette souffrance qui me dévorait vivante. Je m'arrêtai enfin près d'un parc, à bout de souffle. Les enfants jouaient, insouciants, leur rire léger flottant dans l'air comme une moquerie de ma propre douleur. Je m'assis sur un banc, les jambes flageolantes, mon corps tremblant de rage et de désespoir. Pourquoi? Pourquoi avait-il fait cela? Je repassais en boucle cette image insupportable, cherchant désespérément une explication qui puisse rendre cette trahison supportable. Mais rien ne venait. La honte m'envahissait. Et si tout le monde l'apprenait, comment affronter les regards? Mon esprit tournait à vide, piégé dans une spirale infernale de culpabilité et de chagrin. Alors que je m'effondrais sur ce banc, une main se posa doucement sur mon épaule. C'était Aïcha, ma meilleure amie. Son regard inquiet plongea dans le mien, et sans un mot, elle m'enlaça. La chaleur de son étreinte fit sauter le barrage de mes larmes. Je lui racontai tout, chaque détail déchirant. Aïcha resta silencieuse, mais laissant vider mon cœur meurtri. Ses mots furent simples mais puissants. « Tu n'es pas seule, je suis là. » Dans ce chaos émotionnel, sa présence était un phare. Pour la première fois depuis cette horrible découverte, je me sentis moins seule, même si la douleur restait omniprésente. Après avoir passé la nuit chez Aïcha, incapable de fermer l'œil, je pris une décision. Je ne pouvais pas fuir indéfiniment. Il fallait affronter cette réalité, aussi cruelle soit-elle. Au matin, Aïcha me proposa de m'accompagner, mais je refusai. C'était un combat que je devais mener seule. Je retournai chez moi, les jambes flageolantes, la gorge nouée. En poussant la porte, je trouvai ma mère assise dans le salon, les yeux rougis par les larmes. Elle se leva en me voyant, mais je levai la main pour l'empêcher d'approcher. « Ne bouge pas », lançai-je d'une voix rauque. Mon mari apparut derrière elle, visiblement dévasté. Je les fixais tous les deux, mes poings serrés, luttant contre les tremblements de colère. « Pourquoi ?» demandai-je encore, la voix brisée. Ma mère se mit à pleurer, incapable de parler, tandis que mon mari murmurait un faible « Pardon ». Je sentais la rage monter, brûlante et impitoyable. « Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?» criai-je, ma voix éclatant dans la pièce comme un coup de tonnerre. Ma mère tenta d'expliquer, évoquant une solitude profonde, un besoin d'affection que mon mari avait comblé. Ces mots n'avaient aucun sens pour moi. La douleur était trop vive, trop brutale pour accepter une quelconque justification. Je ne pouvais plus supporter leur présence. « Sortez de chez moi », leur ordonnai-je, la voix tremblante mais ferme. Mon mari voulut protester, mais je le fusillai du regard. « Vous avez tout détruit, allez-vous-en. » Lentement, ils ramassèrent quelques affaires, et je les regardais quitter la maison, le cœur lourd mais déterminé. À cet instant, je sentis un vide immense m'envahir, mais aussi un étrange sentiment de libération. J'étais brisée, certes, mais en les chassant, j'avais repris le contrôle de mon espace, de ma vie. Je fermai la porte derrière eux, m'effondrant enfin dans un flot de larmes incontrôlables. Le silence de la maison après leur départ était assourdissant. Chaque pièce me rappelait leur présence, leur trahison. Je me laissai glisser le long du mur du salon, les larmes toujours brûlantes sur mes joues. Mon téléphone vibra sur la table, mais je n'avais pas la force de répondre. Les mots de ma mère résonnaient encore dans ma tête, mêlés à la vision insupportable de son corps enlacé avec celui de mon mari. Comment avait-il pu? Était-ce vraiment la solitude qui avait poussé ma mère à franchir cette ligne impardonnable? Et lui? Comment avait-il osé souiller notre lit conjugal de cette manière? Mon esprit bouillonnait de colère et de désespoir, tiraillé entre la haine et la peine. J'entendis soudain frapper à la porte. Je me levai péniblement et ouvris. C'était mon frère, Malik, alerté par Aïcha. En voyant mon visage ravagé par les pleurs, il comprit que quelque chose de grave s'était passé.
Je lui racontai tout d'une voix saccadée, entrecoupée de sanglots. Malik resta figé, incapable de croire ce que je venais de lui révéler. Son regard passa de la surprise à la colère pure. « Comment maman a-t-elle pu te faire ça ?» murmura-t-il, la mâchoire serrée. Je vis dans ses yeux cette même douleur qui me rongeait. Malik m'entoura de ses bras protecteurs, et pour la première fois depuis des heures, je sentis la colère se dissiper, remplacée par un sentiment de réconfort fraternel. Malik décida de rester avec moi cette nuit-là. Il ne cessa de répéter que je n'avais rien fait pour mériter un tel traitement. Je l'écoutais, mon cœur apaisé par sa présence. Ensemble, nous parlâmes longuement de l'avenir, des conséquences de cet acte impardonnable. Malik insista pour que je prenne du temps pour moi, pour réfléchir à ce que je voulais faire de ce mariage brisé et de cette relation familiale empoisonnée. Au milieu de cette nuit sans sommeil, je compris que la reconstruction allait être longue et douloureuse, mais je n'étais pas seule. Le lendemain matin, je me réveillais avec cette lourdeur dans la poitrine, comme si la trahison de la veille était un cauchemar persistant. Malik était déjà levé, assis à la table de la cuisine avec un café fumant entre les mains. Je m'assis en face de lui, le regard vide. Il m'encouragea à manger quelque chose, mais rien ne passait. À cet instant, mon téléphone vibra à nouveau. C'était ma mère. Je laissai son appel sans réponse, incapable d'entendre sa voix. Quelques minutes plus tard, une notification apparut. Elle m'avait envoyé un long message, plein d'excuses et de justifications. Mon cœur se serra à la lecture des mots « erreur »,« faiblesse » et « regret ». Je n'avais pas la force de lui répondre. Malik prit le téléphone et lut à voix haute. Elle dit qu'elle ne comprend pas elle-même ce qui s'est passé, qu'elle est désolée et qu'elle voudrait te parler. Mon frère laissa échapper un soupir agacé. Elle n'a rien compris. Je hochai la tête en silence. Il avait raison. Son message me semblait creux, dénué de réelle repentance. Comment pouvait-elle réduire cette trahison à une simple erreur de parcours? La douleur revenait, plus vive, comme une plaie que l'on gratte sans cesse. Malik tenta de me consoler, mais le poids du chagrin était écrasant. Alors que nous discutions, un message de mon mari apparut sur l'écran. Il demandait à me parler, à s'expliquer. Mon estomac se noua. Malik, voyant mon trouble, me proposa de répondre à sa place. Mais je savais que je devais affronter cette conversation moi-même. Avec une voix tremblante, je rappelai. Dès qu'il décrocha, son ton était suppliant. « Je t'en prie, pardonne-moi, je t'aime. » Ces mots, autrefois doux à mes oreilles, résonnaient maintenant comme une offense. « Tu m'as détruite », répondis-je froidement. Il tenta de se justifier, parlant d'un moment d'égarement, d'une faiblesse passagère, mais aucun mot ne pouvait apaiser ma douleur. Je coupai court à la conversation, trop épuisée pour continuer à entendre ses excuses. Je savais qu'il avait tout détruit. Rien ne serait plus jamais comme avant. La maison était plongée dans un silence pesant après cet appel. Malik, inquiet, restait près de moi, prêt à intervenir si j'en avais besoin. Mais je savais que personne ne pouvait prendre cette décision à ma place. Mon esprit était embrouillé, partagé entre l'amour que j'avais autrefois ressenti pour mon mari et la trahison qui me brûlait encore le cœur. Devais-je lui pardonner? Pourrais-je vivre avec cette douleur constante, avec ce souvenir qui me hanterait chaque fois que je le regarderais? Je me levai brusquement, m'approchant de la fenêtre. Les rues étaient désertes, comme si le monde entier s'était figé avec moi dans cette peine insurmontable. Malik m'observait, silencieux, respectant mon besoin de solitude. Après de longues heures de réflexion, une vérité s'imposa à moi avec une force brutale. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Je ne pourrais plus jamais le regarder sans revoir cette scène, sans ressentir cette douleur aiguë. Malik, comprenant ce que je m'apprêtais à faire, posa une main rassurante sur mon épaule. « Tu dois penser à toi maintenant », dit-il doucement. Cette phrase résonna en moi comme un écho salvateur. Oui, il était temps de penser à moi, à ma dignité,
à ma paix intérieure. Je sortis mon téléphone et envoyai un message court mais clair à mon mari. Je ne peux plus continuer. C'est fini. Mon cœur battait furieusement, mais une étrange sérénité commençait à s'installer. C'était douloureux, mais nécessaire. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibra encore. Cette fois, c'était un message vocal de ma mère. Je n'eus pas la force de l'écouter tout de suite. Malik proposa de prendre le téléphone, mais je secouai la tête. Je devais affronter cela seule. Quand enfin je me décidai, sa voix tremblante résonna. « Ma fille, je suis désolée, je t'en supplie, parle-moi. » Ces mots me transpercèrent le cœur, mais la colère était plus forte. Comment pouvait-elle prétendre à une réconciliation alors qu'elle avait brisé la chose la plus sacrée que nous partagions, la confiance? Je supprimai le message sans même finir de l'écouter. Pour avancer, il fallait que je ferme la porte à cette relation toxique. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. La rumeur de la trahison familiale commençait à se propager. Certaines amies de ma mère m'envoyèrent des messages d'incompréhension, tandis que d'autres m'appelaient pour m'offrir leur soutien. Malik me conseilla de couper les réseaux sociaux pour éviter les commentaires malveillants et les spéculations. Je m'isolais, essayant de reconstruire ma dignité brisée. Aïcha passa chaque soir pour m'apporter à manger et s'assurer que je n'étais pas seule. Son soutien et celui de Malik étaient mon seul refuge dans cette tempête. Mais malgré tout, je sentais les regards des voisins peser sur moi chaque fois que je sortais de la maison. Un matin, en allant chercher du pain, je surpris une conversation entre deux femmes au marché. Elles parlaient de ma mère et de mon mari, avec cette curiosité malsaine, propre au commérage. Je sentis la colère bouillonner, mais je me retins d'intervenir. Malik m'avait conseillé d'ignorer les rumeurs et de ne pas alimenter le scandale. Pourtant, il était difficile de rester impassible alors que ma douleur devenait un spectacle public. La honte me rongeait, non pas à cause de ce qu'ils avaient fait, mais parce que leur trahison faisait de moi une victime exposée au jugement des autres. Le soir même, alors que j'essayais de me détendre devant la télévision, une notification d'un groupe de quartier attira mon attention. Quelqu'un avait partagé une publication ambiguë insinuant que certaines familles cachent des secrets honteux. C'était clair que la nouvelle s'était répandue au-delà de mon cercle proche. Je me sentis dévastée, comme si ma douleur n'était plus la mienne, mais un sujet de débat public. Malik entra à ce moment-là et voyant mon désarroi, il me prit dans ses bras. « Les gens parleront toujours. Laisse-les. Ce n'est pas toi qui dois avoir honte. » Ces mots me réconfortèrent, mais au fond de moi, je savais que cette épreuve serait longue et que la réhabilitation de mon image serait un combat de chaque instant. Les semaines passèrent et malgré la douleur persistante, je réalisais que je ne pouvais pas rester prisonnière de cette trahison. Malik m'encourageait chaque jour à reprendre le contrôle de ma vie. Il me proposa de déménager, de changer de quartier pour échapper aux regards indiscrets. Après de longues discussions, je pris la décision de quitter cette maison marquée par le chagrin. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un lieu où je pourrais réapprendre à sourire sans ressentir ce poids sur ma poitrine. Avec l'aide d'Aïcha et de Malik, je trouvai un petit appartement lumineux en périphérie. Le jour du déménagement, je ressentis un mélange de tristesse et de soulagement, comme si ce lieu m'accordait enfin la paix dont j'avais tant besoin. Une fois installée, je décidai de me concentrer sur ma carrière. Mon travail avait toujours été un refuge, un espace où je pouvais me prouver que j'étais capable d'avancer malgré les épreuves. Mes collègues remarquèrent mon changement d'attitude, moins souriante, plus réservée. Aïcha me poussa à participer à un atelier de développement personnel pour surmonter les traumatismes. Lors de la première séance, j'eus du mal à parler, la gorge nouée par les souvenirs douloureux. Mais en écoutant les témoignages d'autres personnes brisées par la vie, je compris que je n'étais pas seule. Cette communauté silencieuse m'offrait une force insoupçonnée. Petit à petit, je repris confiance en moi,
convaincue que cette épreuve ne devait pas me définir. Un soir, après l'atelier, je pris mon téléphone et ouvris les photos de famille que je n'avais pas osé regarder depuis des semaines. Chaque image était une épreuve, une confrontation avec ce passé brisé. Puis, avec un geste symbolique, je décidai de trier ces souvenirs. Garder ce qui m'avait fait grandir et supprimer ce qui m'enchaînait à la douleur. Ce geste simple, mais significatif, m'offrit une légère sensation de liberté. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis légère, comme si ce poids sur mes épaules s'était enfin dissipé. Des mois s'étaient écoulés, et avec le temps, les souvenirs douloureux s'étaient estompés. J'avais appris à vivre avec cette cicatrice, à en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Un matin, alors que je prenais un café au coin de ma rue, je croisai par hasard mon ex-mari. Il hésita un instant, visiblement mal à l'aise. Je ne ressentis plus la colère vive qui m'avait autrefois consumée. Juste une indifférence paisible. Il tenta de parler, mais je le coupai doucement. Je suis en paix maintenant. Ces mots furent comme un adieu à ce passé tumultueux. Il hocha la tête et partit sans insister. Plus tard, ma mère tenta de renouer le contact. Malik me dit que c'était à moi de décider. Après réflexion, je choisis de lui accorder une rencontre. Lorsqu'elle arriva, elle semblait plus vieille, usée par le remords. Son regard était empreint d'une douleur sincère. Je l'écoutais sans l'interrompre, laissant les mots couler. Elle s'excusa à plusieurs reprises, les larmes aux yeux, me disant combien elle regrettait son geste. Ce jour-là, je ne répondis pas. Je n'avais pas encore la force de pardonner, mais je savais qu'un jour, peut-être, le temps ferait son œuvre. Assise dans mon salon, je repensais à tout ce chemin parcouru. J'avais choisi de ne plus m'accrocher au passé. La douleur ne disparaissait pas complètement, mais elle s'était transformée en une leçon de vie. Désormais, je construisais mon bonheur en prenant soin de moi, en cultivant les amitiés sincères et en redécouvrant ce que signifiait être libre et sereine. En fermant les yeux, je respirais profondément, le cœur apaisé. J'avais survécu, et c'était tout ce qui comptait.